Fangman, taux d'intérêt, guerre commerciale, voici les 3 thèmes de ce nouveau Market Review. C'est parti. On commence ce Market Review de juin par les Fangman qui sont sous pression. Bonjour Igor. Bonjour David. Vous connaissez les GAFA, il y a plusieurs acronymes maintenant. Il y a les GAFA, les Fang et maintenant les Fangman aussi. Oui, Fangman parce qu'on rajoute pour les 2 N, Nvidia, Netflix, Microsoft. Donc la liste s'allonge, mais en fait elle représente surtout une grosse pondération des indices américains et notamment du Nasdaq. Et donc évidemment tout mouvement sur les cours de bourse de ces sociétés a une grosse influence sur les marchés en général. Voilà, et donc des cours qui sont sous pression pour les GAFA au sens large. Le monopole, on va dire, des GAFA est dans le viseur de l'antitrust, de la justice américaine, qui s'organise pour mener des enquêtes. Facebook, Google, Apple Oui, et Amazon. Et donc on voit des cours qui sont sous pression. Et là, on se dit, si on va au bout de la logique, est-ce qu'on peut dire que la probabilité d'un démantèlement de ces grands groupes, de ces géants, est-ce qu'elle a gagné du terrain, cette probabilité ? Sûrement, mais après, moi je ne suis pas spécialiste du droit de la concurrence aux États-Unis, mais le caractère monopolistique, le caractère congloméral, le caractère utilisation des données privées et confidentielles sont des sujets qui aux États-Unis sont toujours regardés. Dans l'histoire, il y a souvent eu un démantèlement de sociétés qui étaient trop puissantes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ces réseaux sociaux sont quand même des passoires en termes de sécurité nationale et que le sujet avec la guerre commerciale, mais globalement la guerre technologique, impose un certain contrôle des autorités. Donc, on est rentré dans cette phase-là. Et c'est un nouveau sujet qui va alimenter les marchés sur ces prochains mois. Ouais. Avec on le sent, une volonté transpartisane qui va au-delà de l'administration Bush, et même du côté démocrate, de renforcer la concurrence aux États-Unis. Et on se dit que renforcer la concurrence, l'innovation, en voulant casser entre guillemets un peu les monopoles, c'est bon pour l'économie réelle. Oui, parce que aussi c'est le fondement de la démocratie américaine, c'est le libéralisme, la défense du droit de l'individu, c'est peut-être la société et l'économie où l'individu est le plus protégé, le client, le consommateur. Et c'est aussi le système qui réagit le plus, même s'il y a beaucoup de lobbies. Il n'y a que, puisque c'est eux qui dominent ces réseaux sociaux mondiaux, hors Chine, il n'y a que le pouvoir américain qui peut agir. Ouais. On peut le dire, enfin, il faut le rappeler, les GAFA, c'est 3 000 milliards de dollars de poids boursier. On se dit qu'ils vont se battre évidemment contre ces perspectives de démantèlement, mais ils devraient rester, ces GAFA ou ces Fangman, sous pression dans les prochains mois parce qu'il y a cette épée de Damoclès. Sous pression parce que ce sont des titres qui ont accumulé énormément de performances, qui sont dans énormément de portefeuilles et qui évidemment vont connaître des périodes un peu moins fastes peut-être et ça déclenchera des ventes, donc des sorties. Parce qu'il y a une accumulation de richesses sur ces dossiers et sur ce secteur. Qui a tiré la cote pendant… Qui a tiré la cote, qui la tire encore, qui la surreprésente. Ouais. Et donc c'est normal que ça crée de la volatilité parce que les masses en jeu sont très importants. Ça peut créer du turnover quelque part et être favorable à d'autres secteurs pour le coup. Ça a commencé à créer du turnover. Après, est-ce que les investisseurs qui sortent de ces secteurs réinvestissent dans des banques ou des secteurs qui sont boursièrement moins performants? Pas sûr, parce que ça dépend aussi de leur vision de l'économie et de leur vision de l'avenir. Dans ce Market Review du mois de juin, il faut évidemment parler des taux d'intérêt, les taux longs. Qui l'eût cru? Quand on se parlait il y a un an, on se disait, ah là là, notamment je pense au taux long américain, c'est le driver, évidemment, on regarde ça, on pensait qu'on irait à 3,5, et ben on est passé de 2,5 il y a un mois à 2,10 aujourd'hui sur le 10 ans américain, la dette souveraine américaine. Il faut se rendre compte que 40-50 points de base en un mois, c'est violent. Oui, puis si on regarde la situation en fait européenne qui est un peu plus crisique ou un peu plus extrême puisqu'on a des taux négatifs. Les taux de 10 ans allemands sont à moins 20, moins 22 BP. C'est une situation qui est entre guillemets inédite, même si on a connu des points bas. Même pour la dette française aussi. Hein. Oui, la dette française quasiment aussi. Quasiment 10 points de base. C'est une situation très compliquée parce que ça prend à revers les investisseurs et puis le scénario qui s'était mis en place depuis 2-3 ans, d'un rebond économique accompagné par une hausse des taux court par les banques centrales, et d'abord la Banque centrale américaine, et puis aussi par l'idée que l'inflation, puis le momentum économique allait pousser les taux longs un peu plus haut. Et là, on est dans un nuage ou dans une naphtaline financière qui est assez terrifiante parce que des taux très très bas pendant très longtemps, on le voit, ça déforme la vision qu'on peut avoir des valorisations des actifs. Oui, mais d'autant qu'il n'y a plus de QE aux États-Unis. Je veux dire,
Encore une fois, l'idée, c'est que l'explication, les taux longs, ça réagit au... C'est la guerre commerciale, encore une fois, on y revient. C'est pas ça. Avec cette idée c'est un peu tout. Ça a un impact sur la croissance économique mondiale, et donc elle freine, et donc les taux longs, c'est ça. Et le réflexe, c'est toujours... de tout temps et de toute époque, pour l'instant, lorsqu'on a une crainte sur la macro, à long ou moyen terme, on achète du souverain à 5 ou 10 ans. Ouais, on vend les actions. On vend des actifs risqués et on se dit, j'ai une vision un peu déflationniste, stagflationniste, donc je protège mon capital. En fait, il n'est pas protégé puisqu'il y a quand même un peu d'inflation. Et puis quand on a des taux réels nominaux négatifs, évidemment, ils sont en réel négatif et donc on mange son capital, mais on préfère perdre un petit peu pour éviter de perdre beaucoup à court terme tout de suite. Exactement. Mais il y a ce signal donc, que nous envoie le marché obligataire, c'est que cette croissance, encore une fois, mondiale, il n'y a pas péril en la demeure, on est à 3% de croissance mondiale, mais il y a un commerce mondial qui, sur 2 trimestres consécutifs, est dans le rouge. Et donc voilà, ça freine et il y a cette crainte. Il y a une difficulté à probabiliser, il y a une difficulté à probabiliser les effets de la guerre commerciale. Parce que pour l'instant, les montants sont faibles, les menaces sont fortes, mais c'est un impact beaucoup plus psychologique sur toute la planète, sur les échanges mondiaux, mais aussi sur la confiance du consommateur. Donc aujourd'hui, à part tomber dans une discussion de café du commerce, on a juste un grand risque, on n'arrive pas à le quantifier, on n'arrive pas à le dater, et donc on a peur, et l'aversion au risque reprend ses droits. Ouais. Sauf que le signal qui nous est envoyé par le marché obligataire est plus pessimiste que le signal qui est envoyé par les marchés actions, qui ont corrigé, mais pas dans les mêmes proportions. Oui, alors les marchés actions avaient déjà beaucoup corrigé en 2018. Hein. Alors ils sont remontés, mais on a quand même... Il faut arrêter de raisonner en calendaire. Disons que l'argent ne dort jamais. Hein. Entre le 31 décembre et puis le 3 janvier, l'argent, il ne sait pas que c'est le 31 décembre ou le 3 janvier. Le sujet, c'est que les actions, on le voit, sont quand même dans une forme de tunnel aujourd'hui dont on ne sait pas si on va sortir par le haut ou par le bas. Et ça, la question, c'est est-ce qu'on a une récession américaine à plus ou moins brève échéance? Est-ce que ça se diffuse? Et est-ce que c'est intense aux États-Unis et partout dans le monde? La probabilité d'ailleurs de récession aux États-Unis qui aurait augmenté selon, je crois que c'est Morgan Stanley, une banque américaine, qui a sorti une note en disant voilà, on est passé de 25% à 40% de probabilité de récession à horizon fin d'année. Oui, parce qu'en fait c'est un peu itératif. Dès lors que la Banque centrale a un discours un peu plus prudent et que les taux longs baissent, les gens aussi anticipent un ralentissement plus marqué. Mais c'est un petit peu ce qui s'était passé fin 2018. On anticipe une récession. Et puis en fait, la récession n'est pas là en 2019. Vous voyez, donc on peut avoir des mouvements de balancier, de pendule qui vont un peu plus loin que la réalité économique. Igor, puisque vous parlez de la Fed, c'est important parce qu'on a vu là, il y a quelques jours Jérôme Powell, patron de la Banque centrale américaine, ouvrir la voie. On a compris, on pensait que le marché se trompait en disant oui, les taux vont baisser. Il y a une probabilité qui est très importante de voir les taux baisser selon le marché. Et là, on voit qu'il va dans le même sens. Il ouvre la voie, peut-être a priori en septembre, à une baisse de taux. Il faut dire qu'en 6 mois, on a tout entendu de la part de Jérôme Powell. Oui, mais il a aussi, lui, un caillou dans sa chaussure, c'est les attaques de Donald Trump et puis la guerre commerciale, dont, encore une fois, on ne connaît pas les impacts. Donc il est obligé, lui, dans une forme de protection pour les investisseurs, le marché, l'économie américaine, dire si jamais ça a plus d'impact et que les datas, les données économiques se détériorent, je suis là pour baisser une fois les taux. Alors les marchés ont anticipé plusieurs baisses de taux. Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui parce que tout dépend du momentum économique. Dans ce market review de juin, il faut évidemment, on en a parlé rapidement, mais la guerre commerciale, évidemment, le feuilleton, pardon, on vous en parle chaque mois, mais en même temps c'est obligatoire et ça s'est tendu quand même. C'est-à-dire que il y a un nouveau feuilleton surtout, c'est le feuilleton mexicain. Exactement, qui peut s'arrêter à tout moment puisque si jamais Donald Trump estime qu'il y a satisfaction de la part du gouvernement mexicain, qui en fait plus pour lutter contre l'immigration clandestine, ces surtaxes de 5% par mois qui commencent là cette semaine peuvent s'arrêter à tout moment. Mais on a même si on cherche les ingrédients de la fin du scénario en imaginant un happy end, on a du mal. On voit au contraire se tendre, on voit la riposte chinoise. On disait au départ, oui, les Chinois ils ripostent mollement. La contre-offensive est hyper importante, à la fois dans la rhétorique, dans les mesures, une liste d'entreprises non fiables, parler de terrorisme économique. Voilà, et on voit que cette contre-offensive de la Chine perturbe les marchés. Oui, alors elle n'a pas encore vraiment utilisé sa grande arme qui est sa monnaie. Ouais. Puisque là, quand on passe de la guerre commerciale à la guerre des devises, vous savez, quand il y avait eu ce mouvement sur les monnaies, sur le yuan en 2015, ça avait vraiment beaucoup chahuté les marchés. Donc ça, c'est pas encore dans les tuyaux, mais c'est ça qu'il faut regarder. Après le Mexique, les échanges avec les États-Unis sont beaucoup plus importants que la Chine, donc les conséquences peuvent être dramatiques, notamment pour le Mexique, sur le secteur auto, mais pas uniquement. Hein. Et puis, je pense qu'il faut
pas oublier qu'en fait, toutes ces mesures préannoncées sont illégales, en fait, puisqu'on ne peut pas, dans les règles de l'OMC, appliquer des tarifs douaniers sur des sujets qui ne sont pas liés au commerce. Ouais. Surtout qu'un accord est en passe d'être bouclé. Oui, il y a le NAFTA et puis il y a un nouvel accord. Bon, après, la technique est la même. On connaît maintenant la façon avec laquelle les États-Unis veulent régenter le monde. Donc, j'allais dire, il ne faut pas non plus s'étonner. On va avoir les mêmes sujets sur l'automobile, probablement européenne, dans les mois à venir. Le problème est repoussé de 6 mois. Oui. Finalement. Mais est-ce que les marchés ne sont pas en train de réaliser, Igor, que peut-être que justement avant la fin du mois, tout le monde dit on espère un accord au G20, au Japon, avec une rencontre qui n'est pas confirmée côté chinois entre Xi Jinping et Donald Trump. Est-ce que les marchés sont en train de réaliser peut-être, d'où l'idée qu'il soit chahuté et heurté, qu'il n'y aura peut-être pas d'accord là à la fin du mois? Non. Et que ça risque de prendre plus de temps. Oui, puis est-ce que vous avez intérêt à avoir un accord tout de suite? Alors il vient de lancer sa campagne 2020, c'est Keep America Great. Donc est-ce qu'il a besoin d'un accord tout de suite? Tant que l'économie américaine tient, peut-être qu'il a besoin de pressuriser encore les Chinois, parce que un petit peu comme les Fangman et les lois anti-trust, en fait c'est très populaire. C'est très consensuel de se battre contre l'ennemi chinois aux États-Unis, que vous soyez républicain ou démocrate. Alors, on finit là-dessus. Est-ce que les marchés ne sont pas en train, actions notamment, de sous-estimer l'impact qu'a cette guerre commerciale sur l'économie réelle? Non, je ne crois pas, parce que les secteurs qui sont considérés comme très trade intensive, c'est-à-dire les semi-conducteurs, l'automobile, ont beaucoup souffert ces derniers mois. Donc il y a cette discrimination? Il y a une certaine forme de discrimination. Les marchés ne veulent pas acheter les secteurs qui pâtissent de la faiblesse des taux d'intérêt, les banques. Et puis il n'y a pas de révision majeure en baisse des bénéfices. Il y a des révisions, mais pas encore majeures. Donc je ne crois pas que le marché sous-estime la guerre commerciale aujourd'hui. En revanche, c'est pas facilement probabilisable et quantifiable, ça c'est sûr. Donc on est dans cette phase. Merci Igor. Merci David. Allez, rendez-vous en juillet pour un nouveau Market Review by DNCA.